aussi en Espagne, qui ont contribué justement à la fabrique de l'art baroque traditionnel comme on l'entend dans les beaux-arts en Europe. Et je pense à Juan de Parera, qui était d'abord l'apprenti de Velázquez et qui était métis donc, et qui a une carrière ensuite, qui fait notamment un tableau très connu qui s'appelle La vocation de Saint-Mathieu. Il y a Alejandro, qui est un artiste, un sculpteur brésilien aussi, du baroque international brésilien du XVIIIe siècle. Et puis il y a un autre aspect qui est plus une colonisation par le motif et par l'iconographie, qui correspond en fait à un certain nombre d'objets africains qui passent par les cabinets de curiosité européens et que l'on retrouve aussi dans les tableaux. Et alors ce que l'on découvre aussi avec vous, c'est que les Lumières, le mouvement des Lumières n'a pas été uniquement un mouvement européen et qu'il a connu des apports africains. Oui, tout à fait. Il y a un certain nombre d'Africains et d'Africaines, puisque je parle de Phyllis Wheatley, qui est une et à ce compte-là, il fournit des arguments pour ceux qui veulent abolir l'esclavage. Et on voit que leurs réflexions sur la religion, leurs réflexions sur l'humanisme, sur l'universalisme, leurs réflexions sur l'éducation sont tout à fait les arguments qui sont discutés par les philosophes classiques, je dirais, et souvent européens des Lumières. Il y a un autre exemple de cette circulation des idées et des hommes qui est étudié dans votre ouvrage, un exemple tout à fait fascinant, c'est le panafricanisme qui émerge, nous expliquez-vous, dans l'interaction des intellectuels noirs de la diaspora et des intellectuels, des hommes politiques des différents. La naissance du panafricanisme, c'est vraiment une prise de conscience d'un point du monde, du fait que l'expérience sociale des Noirs est assez commune, qu'il y a des points de convergence et qu'il est nécessaire désormais de s'organiser finalement de manière solidaire pour penser une des choses aux États-Unis ou dans la Caraïbe, finalement, savoir des convergences par rapport à une domination blanche qu'on a du monde, qui à ce moment-là est l'objet du monde. Anne Lafont, coordinatrice de cet ouvrage collectif L'Afrique et le monde, histoire renouée. Elle était au micro de Laurent. RFI, toute l'actualité, Nathanaël Vitran. Et à la une de l'actualité de ce mercredi 9 novembre, les aux États-Unis. La majorité au Sénat est-il définitivement basculé sur la question pour Donald Trump 2 ans après sa défaite à la présidentielle? Quelle leçon de ces élections? On en parlera dans un petit quart d'heure. Les premiers résultats, on partage également dans la ville d'Atlanta, Georgia. Elle a encore en Égypte, le sommet hier les négociations se poursuivent alors que plus personne de sérieux n'ose réellement le changement climatique, la gravité des bouleversements qu'il entraîne. Il faut encore mettre en place des mécanismes pour diminuer les émissions de CO2. Sur la table, le dossier épineux des compensations réclamées aux pays riches par les pays les moins développés, les moins polluants et pourtant les plus en Afrique, mais le Mali pourrait perdre 2 voire 3 places à cause d'une espèce de parasite, un manque d'engrais qui va affecter le marché de récolte de coton. C'est la chronique des matières premières, elle est signée Marie-Pierre. La récolte ne débutera que dans quelques semaines, mais personne n'a plus de doute. Les volumes de coton malien vont chuter cette année. Selon des estimations non officielles, la production n'atteindra probablement pas les 600 000 tonnes, alors qu'elle était de plus de 770 000 tonnes l'année dernière. Plus de 200 000 hectares seraient considérés comme perdus pour la culture. Certains acteurs de la filière tablent d'ailleurs sur une production bien plus basse qui circule aujourd'hui. Les prévisions officielles, qui sont généralement mi-octobre voire fin octobre, au plus tard, n'ont toujours pas été communiquées, peut-être précisément à cause des mauvaises nouvelles qui
s'annonce. Si la baisse drastique de la production malienne se confirme, le pays perdra sa place de leader africain du coton au profit du Bénin. Pour le reste du classement, les paris sont encore très ouverts. Toute la région est en effet victime du jacide, un parasite qui ravage les cultures. Dans certains pays, c'est un tiers des récoltes qui devraient être touchées. À l'instar du Burkina Faso, le Mali paye aussi ses problèmes d'approvisionnement en engrais. Dans le pays, les appels d'offres ont été tardifs l'année dernière et ont été publiés au moment où les prix ne cessaient de grimper. Il faut ajouter ensuite une interdiction d'importation liée aux sanctions imposées par la CEDEAO après le dernier coup d'État. De quoi décourager les producteurs, car si la chute de la récolte se fait, on peut qu'ils auront de grandes difficultés à rembourser les s'ajoute à cette ambiance pesante. Dernière illustration en date, l'élection du bureau de la Confédération des producteurs le mois dernier. Elle a dû être abrégée par les militaires pour mettre fin à des litiges entre différentes tendances. C'était Marie-Pierre Rolfan pour la chronique des matières premières. On termine en chronique avec l'un des finalistes de l'édition 2022 prix des découvertes RFI, le Burkinabé Greb Bouffier-Villa. Cette découverte RFI, l'un des 10 finalistes. Ainsi se termine la première partie des RFI Matin. La suite, ce sera avec vous, Arnaud Pontus. Bonjour. Bonjour Nathanaël et bonjour à tous. RFI Matin à l'heure des États-Unis ce matin avec les résultats des élections de mi-mandat. Scrutin crucial, les électeurs renouvellent l'ensemble de la Chambre des représentants, un tiers du Sénat. À ce stade,